Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 11e émission, donc la première de l'année 2023, la 11e émission, Justice citoyenne, regard croisé avec David Guyon. J'espère que vous m'entendez bien. Bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonsoir à tous. J'ai vu qu'il y a déjà beaucoup de commentaires qui sont avec la vidéo, donc ça fait vraiment plaisir de tous vous retrouver ce soir pour la première de l'année. J'espère que vous êtes en forme parce que le sujet qu'on va traiter ce soir est très important et surtout est assez technique. Alors on va essayer bien sûr de synthétiser, de vulgariser, mais il faut quand même s'accrocher, hein. Ça va être une émission complète. D'accord. Comme d'habitude, on vous dit le petit message de départ. Et pensez à vous abonner aux chaînes YouTube. Donc, on diffuse sur les deux pages Facebook du Collectif Libertad de David Guyon, la chaîne YouTube du Collectif Libertad et de David Guyon. Vous avez en commentaire, en tout début, qui ont été postés quelques minutes avant le début du live, donc les liens vers les chaînes. Pensez à vous abonner, à relayer vers toutes ces chaînes, toutes ces pages pour pouvoir justement augmenter un petit peu l'audience. On diffuse également sur différents comptes Twitter, notamment le mien, Pierrick Thévenon, compte Twitter de David Guyon. Donc si vous voyez ce direct directement depuis Twitter, sachez que si vous avez besoin de poser des commentaires, poser des questions, vous pouvez les poser en direct, notamment en commentaire sur les deux pages Facebook et les deux chaînes YouTube. Et juste avant de pouvoir débuter, on vous lance le petit teaser de l'émission. À tout de suite. Voilà, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre là depuis quelques minutes. Donc, sans plus tarder, on va aborder directement le sujet sur l'obligation vaccinale avec notamment l'avis notamment du Conseil d'État sur le sujet. David, je t'en prie, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci. Écoute Pierrick, je vais essayer d'être très synthétique. J'ai appelé cette émission, j'ai renommé un petit peu l'émission « Pourquoi le Conseil d'État a validé l'obligation vaccinale ?» Alors, vous avez été plus de 130 000 à avoir visionné mon très court short vidéo dans lequel j'avais indiqué que le 29 décembre 2022, le Conseil d'État avait donc rejeté l'intégralité de nos recours qui visaient à faire reconnaître illégal les décrets d'application de la loi du 5 août 2021, ainsi que l'inconstitutionnalité et l'inconventionnalité de cette même loi, et ce, afin très concrètement de faire tomber d'une part le pass sanitaire qui était avec les mêmes effets que l'obligation vaccinale, et d'autre part l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Donc ça, c'était le contexte. Donc nous avions introduit ces recours, mon cabinet avait introduit ces recours en août et en septembre 2021 avec trois collectifs, le collectif Justice Soignante 34, le collectif Liberté 13 et le collectif Gendarmes Libres. Donc ces trois collectifs dont je remercie encore pour la confiance qu'ils m'ont accordée, m'ont mandaté pour contester l'obligation vaccinale. Alors j'ai vu un commentaire très intéressant avant qu'on débute cette émission dans lequel un de nos auditeurs faisait remarquer que Maître Brusa avait prévenu qu'il ne fallait pas attaquer l'obligation vaccinale, tant les décrets que la loi, parce que en cas de rejet, nous aurions la certitude que cette obligation vaccinale était parfaitement légale. Là, tu as affiché le... Tu m'entends, Pierre? Oui, je viens de l'afficher là. Voilà. Donc, vous voyez là sur la vidéo, donc je reprends le commentaire qui est intéressant, merci pour l'intervention. Maître Brusa avait prévenu qu'il ne fallait pas faire ça, maintenant c'est validé, et c'est pas malin, car même les tribunaux européens sont également aux ordres et corrompus. Alors, pourquoi ce qui vient d'être dit est totalement faux, et à mon sens, ne repose pas sur quelque chose d'intelligent. La première chose, c'est que vous fassiez un recours, vous ne fassiez pas un recours, l'obligation vaccinale va s'appliquer. Voilà. Ça, sachez-le. Le principe, c'est le suivant, c'est que le gouvernement va adopter des décrets. Ces décrets sont présumés comme étant légaux et à partir de ce moment-là, vont s'appliquer. Donc, que vous fassiez un recours, vous ne fassiez pas un recours, en fait, la situation, ce sera l'application pure et dure de l'obligation vaccinale. Ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est que depuis août 2021, nous avons différents avis du Conseil d'État. Nous avons la décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021 qui faisait déjà dire à toutes les personnes favorables à l'obligation vaccinale que tout allait bien dans le meilleur des mondes et qu'en réalité, il n'y avait aucune complication. La troisième chose, c'est que si on ne fait pas ces recours, c'est quoi la solution qui est proposée? S'il s'agit de faire des recours devant les juridictions pénales, je rappelle que depuis mars 2020, Maître Bruzin notamment a introduit de très nombreux recours en matière pénale. Alors, c'est très bien, c'est très important, il faut les faire, c'est important, mais concrètement, et très concrètement, aujourd'hui, ça n'a pas changé la face du monde, ça n'a pas changé très concrètement notre situation de la vie de tous les jours. Et c'est normal parce que ce sont des procédures qui prennent beaucoup de temps. Donc, heureusement que ces procédures ont été faites, mais si on devait attendre après ces procédures pour avancer, en fait, il ne se passerait pas grand-chose. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous avons déjà obtenu des victoires devant le Conseil d'État. Je rappelle quand même, parce que c'est important, mais la question de la mise en bière immédiate, ce qui a été une mesure prise en mars 2020 lorsque les personnes décédaient à l'hôpital, ces personnes étaient déposées dans une bâche en plastique. La bâche en plastique avec le corps était ensuite mis dans un cercueil qui était fermé hermétiquement et on présentait uniquement à ces personnes le cercueil fermé. Donc cette mesure est tombée. Et encore une fois, à l'époque, on m'avait dit, surtout, ça ne sert à rien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, donc vos recours sont inutiles. Donc là-dessus, pour moi, cet argument de dire qu'il ne fallait rien faire, non, c'est à mon sens, il fallait faire quelque chose, c'était nécessaire. La circonstance que le Conseil d'État ait rendu une décision de rejet, ce n'est pas nouveau et en tous les cas, ça ne change pas concrètement les choses. Pourquoi? Parce que cette obligation vaccinale, elle s'applique aujourd'hui. Donc le seul risque que nous prenions, c'était de faire tomber l'obligation vaccinale. Compte tenu de l'enjeu, c'était quand même stupide de ne pas le tenter. Et comme on le dit souvent, la chance sourit aux audacieux. Dorénavant, nous avons la voie totalement ouverte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et pour ceux qui ont lu mon article sur la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, je vais le remettre, je pense, dans les commentaires, Pierrick, si tu me le permets. Vous pourrez constater qu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme a une position qui est totalement contraire à celle du Conseil d'État. Donc pour moi, je pense très raisonnablement que la Cour européenne des droits de l'homme va pouvoir nous donner raison et mettre fin à cette obligation vaccinale. On l'avait évoqué avec Pierrick Thévenoud, mais Pierrick avait fait un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme qui pourtant a été quand même très précoce. D'ailleurs, c'est pour cette raison que ton recours avait été rejeté. Et pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme, qui d'habitude ne se fait pas prier pour rejeter, pour irrecevabilité, toute une série de recours, a quand même pris la peine de rendre une décision en rappelant qu'il fallait d'abord discuter de l'obligation vaccinale devant les juridictions nationales avant de venir les chatouiller. Donc, pour moi, la Cour européenne des droits de l'homme est informée de cette situation et la France est le seul État sous la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme à pratiquer une obligation vaccinale assortie d'une mesure de suspension sans rémunération. Donc, aujourd'hui, je suis désolé, mais on a toutes nos chances devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est dommage de ne pas avoir apprécié ce recours parce que c'était une véritable opportunité pour faire tomber cette obligation vaccinale. Je te l'envoie, Pierrick. Je suis en train de le. Voilà. Donc, vous retrouverez. Vous allez retrouver mon article juridique sur mon site internet. Je suis juste en train d'essayer de remettre la main dessus. Donc, c'est un article que je remets très souvent en avant, mais voilà. J'ai écrit ça il y a plus d'1 an et je n'ai pas un seul mot à renier à cette date. Voilà, Pierrick. Est-ce qu'on a des questions à ce stade ou je continue mes explications? Pierrick est peut-être parti. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va rappeler un petit peu le contexte. Donc, j'ai répliqué rapidement sur ce premier commentaire. Alors, tu peux continuer. On va aller… J'ai une mauvaise connexion, j'ai l'impression, Pierrick. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ouais. Est-ce que toi, tu m'entends? Je t'entends, il y a un petit décalage. Mais non, juste le petit souci. Donc, je te laisse continuer, David. Comme je t'ai expliqué, je le dis en direct à tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez. Je suis en déplacement pour des raisons professionnelles aujourd'hui. Je suis à l'hôtel avec une connexion très, très instable. Donc, il est fort probable que David continue un petit peu par rapport aux questions. Je ne sais pas si tu entends là ce que je suis en train de dire, David.
Je suis en train de les noter, donc j'ai pris les petits papiers. Je vais faire un point, moi, comme ça on fait un petit point question juste après. Si jamais vous me voyez disparaître, c'est normal, je reviens juste après. Merci Pierrick. Alors ne vous inquiétez pas, votre serviteur est ici présent et va pouvoir assurer la prestation de ce jour. Donc rappelons un petit peu le contexte, j'ai fait un petit briefing. Donc, nous avons attaqué devant le Conseil d'État en août et septembre 2021 l'obligation vaccinale et ses décrets d'application, décret du 7 août 2021. C'était les décrets qui prévoyaient très concrètement en fait le schéma vaccinal. Il faut une dose, 2 doses, quel est le délai entre chaque dose, est-ce qu'on peut avoir un certificat de contre-indication, comment on obtient le certificat de rétablissement et pour combien de temps est-il valable. C'est ces décrets-là, donc des décrets très concrets qui ont été attaqués devant le Conseil d'État. 3 collectifs m'ont confié la défense de leurs intérêts, je le redonne encore une fois, Justice Soignant 34, le collectif Liberté 13 et le collectif des gendarmes libres. Merci encore à eux. Alors, l'objectif de nos recours, c'était effectivement de faire acter que le Conseil d'État allait valider l'obligation vaccinale. Pourquoi nous n'étions pas très confiants sur une potentielle décision favorable ? Les choses sont assez simples. Le 21 juillet 2021, le Conseil d'État, dans sa formation non contentieuse, consultative, va rendre un premier avis sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Il va dire, sur le projet de loi qui va devenir la loi du 5 août 2021, aucun des moyens protégeant les libertés fondamentales fondées par la Constitution ou par la Cour européenne des droits de l'homme ne semble pouvoir remettre en cause les décisions qui sont prises dans ce projet de loi. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien dans le meilleur des mondes, et finalement, cette obligation vaccinale et ce pass sanitaire vont pouvoir s'appliquer. Donc, la position du Conseil d'État, dans sa formation non contentieuse, c'était celle-ci. Deuxièmement, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2021, avait rendu une décision sur le pass sanitaire dans lequel il avait dit, pareil, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et concernant l'obligation vaccinale, certes, il n'avait pas été saisi de cette question, je le rappelle encore une fois, il s'est prononcé uniquement sur le délai qui était laissé aux professionnels libéraux pour satisfaire à l'obligation vaccinale, délai qui avait été considéré par la France insoumise comme étant trop court, 1 mois. Et le Conseil constitutionnel avait répondu que, pareil, il n'y avait aucune liberté fondamentale qui était méconnue par ce dispositif. Donc, ce n'était pas l'obligation vaccinale en elle-même qui était remise en cause, mais une modalité d'application de l'obligation vaccinale. Quoi qu'il en soit, donc, compte tenu de ce contexte, décision du Conseil constitutionnel du 5 août 2021, décision avis du Conseil d'État dans sa formation consultative du 21 juillet 2021, on savait que les carottes étaient cuites. Mais cependant, nous avions besoin de passer devant le Conseil d'État, d'obtenir une décision pour ensuite saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la règle est très simple. La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale. Les décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme s'imposent à la France. Si la Cour européenne des droits de l'homme dit cette loi, en tout cas la situation qui m'est soumise, a entraîné des violations des libertés protégées par la Convention en raison des dispositions de la loi, dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme va condamner l'État et va lui demander de modifier sa législation. Voilà comment ça se passe très concrètement. La Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision le 6 octobre 2022, une décision dans laquelle Pierrick était le requérant. Pierrick, sa position était la suivante, les avocats de Pierrick étaient la suivante, c'est de dire, en fait, on connaît déjà plus ou moins la position du Conseil d'État. Ah oui, l'avis du 21 juillet 2021, on savait déjà plus ou moins comment ça allait se passer. Donc, pour éviter de perdre du temps devant les juridictions nationales, ce que nous avons fait aujourd'hui, il saisit immédiatement la Cour européenne des droits de l'homme en septembre 2021. La Cour rend sa décision le 6 octobre 2022 et elle dit non, vous ne pouvez pas me saisir directement pour 2 raisons. La première, vous n'avez pas épuisé les voies de recours internes. Vous auriez dû saisir directement les juridictions nationales. Les juridictions nationales sont les juridictions de droit commun de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez une méconnaissance de vos libertés telles qu'elles sont protégées par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est d'abord le juge national qui est le juge de droit commun, le juge compétent pour apprécier cette violation. Donc, vous n'avez pas saisi le juge national, vous n'êtes pas encore recevable. La deuxième chose, et c'était l'argument qui avait été retenu par les avocats de Pierrick, était de dire, en réalité, on connaît déjà la position du Conseil d'État.
Et non, parce que dans la formation de jugement de la Cour européenne des droits de l'homme, vous aviez Mathias Guillomard. Mathias Guillomard était maître des requêtes au Conseil d'État, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la maison, il connaît le fonctionnement interne des institutions, et ce qu'il nous dit, et c'est ce qu'on apprend tous à la fac, hein, c'est que au Conseil d'État, vous avez deux formations. Vous avez une formation contentieuse et une formation consultative. La formation contentieuse, c'est celle qu'on connaît, c'est celle qui a rendu cette décision du 29 décembre 2022. Et la formation consultative, ce sont des juristes, pareil, hein, des maîtres des requêtes, hein, des personnes qui travaillent au Conseil d'État, qui vont être amenés à se prononcer sur des décrets, sur potentiellement la légalité des projets de loi. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce projet de loi du 5 août 2021. Le Conseil d'État, dans sa formation consultative, va rendre déjà un avis. Ce que les avocats de Pierrick soutenaient, c'est que ça va être la même chose, c'est la même famille, ce sont les mêmes personnes, elles se connaissent, elles ne vont pas se déjuger. Mathias Guillomard est dans cette formation de la Cour européenne des droits de l'homme et il dit non. Et il dit ce sont deux institutions différentes. Les membres qui sont dans la formation contentieuse et dans la formation consultative ne peuvent pas changer comme cela. Ils ne peuvent pas non plus échanger entre eux, officiellement en tout cas. Et par conséquent, ce n'est pas parce que le Conseil d'État rend un avis défavorable que le Conseil d'État, dans sa formation contentieuse, va aller dans le même sens. Et on l'a déjà vu dans plusieurs projets de loi qui ont été retoqués, où effectivement le Conseil d'État, dans sa formation contentieuse, a une position différente de celle de la formation consultative. Donc, sur la base de ces deux arguments, non-épuisement des voies de recours, plus distinction entre la formation contentieuse et la formation consultative, la Cour européenne des droits de l'homme juge que c'est irrecevable. Il faut d'abord discuter devant le Conseil d'État dans sa formation contentieuse parce qu'il peut avoir une décision différente de la formation consultative. Et donc, le 6 octobre 2022, on doit retourner devant les juridictions nationales. Donc voilà un petit peu le contexte. L'objectif de nos recours, c'est d'avoir une position officielle. Dorénavant, à partir donc du 29 décembre 2022, nous avons 4 mois pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La loi du 5 août 2021 a été jugée totalement conforme à l'intégralité des arguments que nous avions soulevés, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de raison aujourd'hui que cette obligation vaccinale prenne fin. Ça, c'était pour le rappel du contexte. Alors, je ne sais pas si Pierrick est là. Voilà. Je suis bien là. Comme vous le voyez, des fois, j'avais des petits soucis de connexion. Alors, j'ai bien suivi. C'était très chaud, très gros moment de concentration, David, là, pour t'écouter et en même temps essayer de lire tous les commentaires. Il y a beaucoup, en tout cas, de remarques. Ce que je te propose, c'est qu'on parle déjà éventuellement peut-être des questions qu'il y a tout de suite. Alors, j'ai encore 2-3 éléments à donner sur cet arrêt, des questions que j'avais notées au courant de la semaine. Donc, si effectivement ça te va, je vais revenir un peu dessus et après on posera les questions à la fin. Ça te convient, Pierrick ? On fait comme ça, je continue de noter, continue à poser vos questions. Alors, sur toutes les questions, j'essaie de les noter. Je suis là pour l'instant descendu jusqu'à celles qui ont été posées jusqu'à 20h17. Je continue, je t'en prie, David. Super, merci Pierrick. Alors, une des questions qu'on m'avait posées, qui est revenue plusieurs fois dans la semaine depuis mon annonce, quels arguments avions-nous soulevés ? Bon. Moi, je vous invite vraiment à aller voir, à aller lire directement l'arrêt en fait que nous avons mis en ligne sur le site internet David Guyon Avocat. Je vous mets l'article juridique sur lequel il est à disposition. Il y a 40 pages. Alors l'objectif, c'est pas de vous mettre les 40 pages, mais simplement que vous puissiez au moins lire un petit peu cet arrêt. Tiens, Pierrick, je viens de te balancer le lien si tu veux le mettre en diffusion. Donc vous allez sur le site internet. J'ai fait un article qui résume ce que je vais vous dire là à peu près, je vais aller un peu plus loin durant l'émission, c'est quand même l'intérêt, et vous avez la possibilité de télécharger la décision. 40 pages, l'arrêt est ici, je l'ai lu à plusieurs reprises et je vais vous en faire une synthèse. Concernant les arguments, nous avions soulevé plus de 22 arguments. Il y a plus d'arguments que cela dans la requête parce que le Conseil d'État a rendu un arrêt qui ne concerne pas uniquement mes recours, mais également tous les recours portant sur l'obligation vaccinale et qui ont été introduits à peu près à la même époque. Donc, vous constaterez qu'il n'y a pas que mes requérants. En fait, il y en a un peu plus que ça. Je vais vous faire une synthèse des arguments que nous avions soulevés, des arguments qui me paraissent intéressants de développer avec vous. Et bien entendu, ces arguments ne sont pas exhaustifs, il y en a d'autres. Le premier argument que nous avions mis en avant, c'est l'absence d'étude d'impact. Effectivement, lorsque le législateur prend une loi, très souvent, une étude d'impact l'accompagne. Ça permet de mesurer un peu les potentiels effets positifs ou négatifs d'une nouvelle mesure.
C'est extrêmement important, à mon sens, pour qu'on puisse savoir si on prend la bonne décision, si on prend la bonne loi. Ici, cette étude d'impact, elle est intéressante parce qu'on est sur une mesure nouvelle et par conséquent, on n'a pas de recul. Et comme on n'a pas de recul, eh bien, il est important de démontrer par avance les impacts potentiellement positifs de cette mesure. Rappelons quand même que l'objectif de l'obligation vaccinale, cet objectif va entraîner une restriction de l'intégralité des libertés de tous les agents publics et salariés soumis à l'obligation vaccinale. Plus le pass sanitaire, c'est la restriction des libertés de 66 millions de Français. Donc, ce n'est pas des mesures totalement anodines. La position du juge administratif depuis 150 ans, c'est de dire si le gouvernement restreint des libertés, préalablement, avant tout, il doit démontrer que sa mesure est la bonne mesure pour atteindre un objectif particulier qui est la santé publique, la sécurité publique et la tranquillité publique. Donc, il faut démontrer à l'avance. Si vous ne le faites pas, vous prenez une décision qui est illégale. Je soulève donc cet argument, j'indique qu'il n'y a pas d'étude d'impact et par conséquent, c'est compliqué aujourd'hui de savoir si la mesure était strictement nécessaire. Est-ce qu'on aurait pu faire aussi bien avec une mesure un peu moins restrictive? Est-ce que, par exemple, une simple obligation vaccinale, en n'étant pas assortie d'une suspension sans rémunération, aurait pu conduire aux mêmes effets? Voilà, c'était une question. On ne le saura jamais puisque, comme vous le savez, aucun des référés expertises que nous avons sollicités sur ces questions-là n'a prospéré à ce jour. Le deuxième argument, c'était portant sur l'état d'urgence. Les choses sont très simples. Si vous autorisez un gouvernement à restreindre vos libertés en période de crise, il créera des crises pour restreindre vos libertés. C'est exactement la même chose. L'état d'urgence sanitaire n'a jamais été véritablement défini. Il repose sur des critères qui sont subjectifs et par conséquent, ces critères subjectifs sont le premier signe d'un potentiel arbitraire. Or, l'arbitraire, c'est le contraire de la liberté. Nous sommes dans des démocraties libérales, c'est-à-dire que la liberté est la règle, l'interdiction est l'exception. Par conséquent, cet état d'urgence ne peut pas reposer sur des critères qui sont variables et subjectifs. Il faut des critères sur lesquels on peut raisonnablement et objectivement se reposer. À partir de combien de morts il y a une crise sanitaire, à partir de quel taux d'occupation des hôpitaux on peut considérer qu'ils sont en saturation, à partir de quels critères portant sur le R reproductif du virus, on peut considérer qu'il y a une reproduction de ce virus qui est trop importante, etc., etc., etc. Mais il nous faut des critères objectifs. Or, ce qu'on s'est aperçu depuis mars 2020, c'est qu'en réalité, le gouvernement a mis en avant des critères qui ont été évolutifs et qui ont permis de justifier au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie toute une série de restrictions de liberté. Bon, pour éviter que cette situation perdure éternellement, nous avions contesté les critères sur lesquels reposait l'état d'urgence. Pas d'état d'urgence, donc pas de mesures restrictives de liberté telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'était l'intérêt de cet argument. Troisième argument, c'était l'atteinte à la liberté vaccinale. Et oui, le principe, c'est la liberté. Donc, vous devez pouvoir jouir de l'intégralité de vos droits sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Vos droits passent avant vos devoirs. C'est le principe d'une démocratie libérale. Par conséquent, vous avez le droit de décider ou non de vous faire vacciner. C'est ça le principe de la liberté vaccinale. Bon, ici, on s'aperçoit qu'avec la question de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire, cette liberté, elle a été plus que restreinte. Elle devient véritablement illusoire parce que vous avez soit le choix de vous faire vacciner, soit le choix d'avoir une vie sociale quasiment inexistante, voire extrêmement restreinte pour le pass sanitaire, et une mort sociale annoncée pour ce qui correspond à l'obligation vaccinale. Donc, ici encore, la liberté vaccinale étant la règle, il était de bonne loi de le rappeler. Également, le principe de précaution. Eh oui, dans le doute, il faut s'abstenir. Un grand nombre des soignants qui m'avaient sollicité avaient mis en avant ce principe de précaution en disant oui, à partir du moment où on met en œuvre une mesure d'urgence, on doit permettre effectivement à cette mesure de rejoindre le panel des moyens mis à notre disposition pour lutter contre cette épidémie. Ça fait partie des moyens. Donc là-dessus, sur le principe, pas de souci. Par contre, là où ça devient problématique, c'est au moment où, face à cette urgence, on considère que tous les soignants sont soumis aux mêmes risques et que, quelle que soit leur activité, la nature de leur tâche, le lieu de leur travail, d'autres critères, le niveau d'épidémie dans certains endroits, ils sont soumis aux mêmes obligations.
Donc là, effectivement, ce principe de précaution devrait prévaloir. On devrait pouvoir, à chaque fois, au cas par cas, faire la balance des avantages et inconvénients et non pas considérer que tout individu vaut un autre individu. Dans des sociétés où tout le monde est interchangeable, eh bien, c'est le contraire des sociétés libérales et démocratiques comme on les connaît, où l'individu est au centre de tout et où l'individu eh bien, est en droit de pouvoir choisir des conditions de sa vie et des traitements qu'il est en droit ou non de prendre. Le droit à la vie privée et familiale, on reviendra dessus, mais c'est vraiment l'argument phare, c'est l'argument de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est l'argument sur lequel, je pense, nous ferons tomber l'obligation vaccinale. On reviendra dessus tout à l'heure. Le principe d'égalité. Alors, le principe d'égalité, c'est de dire que lorsque vous avez deux individus dans une situation identique, eh bien, on doit les traiter de manière identique. Voilà, c'est ça le principe. Existait-il une différence de situation entre un soignant vacciné et un soignant rétabli, ou un soignant vacciné et un soignant non vacciné? Donc ça, c'était le débat qui avait été soulevé. Donc nous considérions que effectivement, il y avait un certain nombre d'arguments qui devaient justifier d'un traitement identique. Nous estimions que objectivement, il n'y avait pas de différence suffisamment importante pour justifier une telle distorsion de traitement, à savoir suspension sans rémunération d'un côté ou exercice, et exercice possible même étant contaminé. Rappelez-vous, en décembre 2021, on préférait avoir des soignants vaccinés mais contaminés que des soignants non vaccinés et non contaminés. Donc, ce principe d'égalité avait été mis en avant. Également, le respect de l'intégrité physique. Et oui, on parle d'obligation vaccinale, on ne parle pas d'injection forcée. On ne va pas vous attacher et appuyer sur la piqûre pour vous injecter de force et par la contrainte un produit. Pour ça, c'est pas compatible avec une société démocratique. Alors, c'est compatible dans d'autres sociétés, et comme je dis très souvent à mes étudiants, nous ne sommes pas contraints de vivre dans une démocratie. Voilà. C'est un choix de société. On peut faire un autre choix, tout à fait possible. Enfin, un des derniers arguments, il y en avait d'autres, mais je synthétise, l'erreur manifeste d'appréciation. Je l'ai dit tout à l'heure, si vous restreignez nos libertés, il faut justifier par avance et préalablement que les restrictions sont justifiées et que la mesure qui a été prise est la meilleure, c'est-à-dire la moins restrictive et celle qui permet d'obtenir le meilleur résultat. Encore une fois, cette démonstration n'est pas faite. Il n'y a pas eu de mesures graduelles, on ne s'est pas permis de mettre en place d'autres modalités. Est-ce que la suspension sans rémunération était la seule solution? Est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour permettre à ces soignants à la fois de respecter leur choix individuel de ne pas être vaccinés, tout en leur évitant une mort sociale prématurée? Donc ça, c'était la question qui était posée. Bon, le Conseil d'État, effectivement, n'y voit pas d'inconvénient. Le Conseil d'État va rejeter l'intégralité de ces arguments. Pas de suspense là-dessus, je l'avais annoncé lors de ma dernière vidéo. Il va rejeter l'intégralité. Maintenant, pourquoi il rejette tout ça? C'est finalement le titre de la vidéo. Pourquoi le Conseil d'État valide l'obligation vaccinale? Alors, il y a 40 pages, je ne vais pas vous faire l'écueil de chacun de ces arguments, je vais juste résumer quelques-uns qui sont les plus intéressants. Tout d'abord, sur les contre-indications médicales. Une de mes clientes, étant médecin, soutenait que la balance avantage-inconvénient, oui. Est-ce que je t'interromps? Oui, bien sûr. Alors, juste une petite précision, parce que pour certains, ce n'était pas clair. On parle bien, la seule obligation vaccinale qui est en cours, et David confirmera, on parle bien d'une obligation vaccinale concernant les soignants et assimilés. Personne d'autre n'est à ce jour soumis à une obligation vaccinale en tant que telle. Donc, certains posent la question, et pour voyager, etc. On est bien en train de discuter, comme on a déjà échangé dans d'autres émissions, de l'obligation vaccinale concernant les soignants et assimilés. Voilà, avec l'obligation qui n'a pas pris fin à ce jour. Rappelons-le, cette obligation s'applique toujours. Voilà. Donc, je t'en prie, vas-y. Et puis, j'ai noté, on a pas mal de questions également après. Super. Concernant les voyages, là encore une fois, en fait, il faut regarder le pays d'accueil. Là, ici, la France ne peut choisir que les conditions d'accueil des voyageurs venant chez elle et les conditions de départ. Mais quand vous arrivez dans un autre État, vous appliquez la loi de l'État. Donc là, ici, ce qu'on dit aujourd'hui ne vaut que pour la France. D'accord? Qu'on se le dise. Donc, quelques points intéressants. J'en ai soulevé 4. Voilà. On va parler de ces 4-là. Il y en a d'autres. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller lire l'arrêt. Il est téléchargeable sur mon site internet. Pierrick, si tu veux remettre le lien dans la vidéo, comme ça, tout le monde pourra le retrouver. Alors, le premier portait sur la contre-indication médicale. En effet, parmi les 3 collectifs, il y avait une requérante supplémentaire que j'avais représentée, qui avait pour
argumentaire de dire, bon, je ne suis pas opposé à la vaccination, par contre, je considère que dans ma situation particulière, à moi, eh bien, la balance avantage-inconvénient est en faveur des inconvénients. Et par conséquent, je demande à ce que mon médecin puisse apprécier en fonction de ma situation si je suis effectivement susceptible de bénéficier ou non de cette vaccination. En d'autres termes, il y avait une liste des contre-indications, elle ne rentrait pas dans cette liste. Elle veut savoir si, même si elle ne rentre pas dans la liste, elle peut quand même bénéficier d'une contre-indication. Le Conseil d'État est assez clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Pour lui, le gouvernement, à partir du moment où il s'inspire de l'avis de la haute autorité de santé publique, eh bien, était en droit de fixer une liste limitative. Il indique également que le gouvernement allait suivre au fur et à mesure l'évolution des connaissances scientifiques et que c'est d'ailleurs en raison de l'évolution des données scientifiques que cette liste a été agrandie. Donc, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dehors de la liste des contre-indications, point de salut. Donc, si vous souhaitez bénéficier d'une contre-indication médicale, il faut rentrer dans la liste. La deuxième chose, si vous ne rentrez pas dans la liste aujourd'hui, peut-être que vous rentrerez demain. Et pourquoi vous rentrerez demain? Parce que, en fait, l'évolution des connaissances scientifiques, et notamment la remontée des potentiels effets secondaires, va permettre de dire il faut ajouter tel ou tel élément. Ce qui veut dire qu'on est encore véritablement en pleine expérimentation. C'est ça. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont un doute, encore une fois, moi je vous invite finalement, le temps est votre meilleur allié. Il faut attendre que l'évolution des connaissances scientifiques avance. Ça, c'est le premier point. Deuxième point concernant donc le champ d'application de l'obligation vaccinale. Pendant un moment, un débat a eu lieu entre l'application du champ d'application de l'obligation vaccinale, à savoir est-ce que ça concerne tout le monde ou est-ce que lorsqu'un employeur est soumis à l'obligation vaccinale, on peut quand même distinguer les lieux dans lesquels les agents publics ou les salariés exécutent des missions qui ne sont pas des missions de santé et ce, dans des locaux qui sont matériellement distincts des lieux dans lesquels on exécute ces mêmes missions. Ainsi, un cuisinier travaillant dans une cuisine doit-il être soumis à une obligation vaccinale quand son employeur est effectivement concerné par cette dernière? Nous avons eu des juridictions qui ont rendu des décisions contradictoires. Certains juges des référés ont souscrit à ma position, qui était de dire l'article 49-2 du décret du 7 août 2021 prévoit effectivement une distinction entre les lieux dans lesquels on applique l'obligation vaccinale et les lieux dans lesquels on ne l'applique pas. Et d'autres tribunaux qui ont considéré que la loi ne faisant pas de distinction, il n'y avait pas lieu de distinguer. Le Conseil d'État va rejoindre cette deuxième position. C'était déjà un arrêt qu'il avait rendu le 2 août 2022. Il le confirme dans cet arrêt du 29 décembre 2022. L'obligation vaccinale, telle que prévue par le législateur, concerne l'intégralité des agents et des salariés dès lors que leur employeur est concerné par l'obligation vaccinale. Donc, nous n'avons que faire de la circonstance, des tâches que vous exécutez et des lieux dans lesquels vous exécutez ces tâches. Ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'on ne peut jamais s'assurer à 100% qu'il n'y aura pas d'interaction entre ces agents qui ont des tâches administratives et techniques et les agents qui sont chargés des missions de soins. Il dit également que nous ne sommes pas en mesure de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles ces missions pourraient être exécutées et ainsi la certitude par avance qu'il n'y aura jamais d'interaction entre les personnes qui sont chargées de soigner et les personnes qui pourraient avoir des tâches administratives. Donc ça, c'est un peu dommage parce que c'est surtout très éloigné de la réalité, étant donné que parmi les requérants, moi j'avais un médecin qui exécutait uniquement des prestations par téléconsultation. Donc là, c'est quand même compliqué que le Conseil d'État dise vous ne rapportez pas la preuve que vous ne faites que de la téléconsultation. Ce sont ces conditions dans lesquelles elle travaille. Elle rapporte la preuve, elle verse des éléments par rapport à ça. Je veux dire, on ne peut pas faire plus. Là, on est soumis à ce qu'on appelle une preuve diabolique, c'est-à-dire une preuve qu'on ne peut pas rapporter. Également, à la question de savoir s'il existait une différence entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, nous soutenions, je l'avais dit, que c'était une rupture du principe d'égalité et une mesure discriminatoire. Le Conseil d'État nous dit non. Ce n'est pas une mesure discriminatoire. Pourquoi? Parce que. C'est tout. Il n'y a pas d'explication. Page 32, pardon. Page 32, je vous lis le passage parce que c'est 2 lignes et c'est très intéressant. Ça vous démontre à quel point, en fait, on ne peut pas vraiment discuter avec le Conseil d'État. Le Conseil d'État nous dit quoi? Il nous dit sur l'interdiction des discriminations. Donc, je souligne le fait qu'il existe une différence de traitement qui est trop importante entre les personnes vaccinées et non vaccinées, ou en tout cas des
cette différence ne repose pas sur une situation suffisamment et objectivement différente. Je rappelle que à cette époque, on ne connaissait pas véritablement le taux d'empêchement de la contamination et le taux de la transmission. Vous savez qu'on nous a sorti toute une série de chiffres et aujourd'hui, concrètement, ce que l'état des connaissances scientifiques nous dit, c'est qu'il n'y a pas véritablement de distinction entre les deux. Ça doit pouvoir aider, mais on n'en a pas encore la certitude et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a encore des tests sur tout ça, on est en train d'évaluer tout ça. Donc sur le point 32, c'est ça, la page 32, le point 37. Alors, ainsi qu'il a été dit au point 28, l'obligation vaccinale et la liste des catégories de personnes qui en relèvent résultent de la loi elle-même et non des dispositions réglementaires attaquées. Il résulte en tout état de cause de ce qui a été dit au point précédent que la différence faite entre une personne vaccinée et non vaccinée ou entre catégories professionnelles n'est pas discriminatoire. 37. Le considérant 37. Voilà. Entre catégories professionnelles n'est pas discriminatoire. Point, c'est tout. Il n'y a pas d'explication de pourquoi c'est pas discriminatoire. C'est pas discriminatoire, c'est tout. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Merci au Conseil d'État, on n'en saura pas plus. Concernant également le droit à la vie privée familiale, je l'ai dit, je vais le redire un peu rapidement, c'est l'argument phare. Moi, je me base là-dessus, c'est là-dessus que je pense qu'on fera tomber l'obligation vaccinale. Donc, je m'appuie sur ce point et je m'attendais à ce que cet arrêt du 29 décembre 2022 argumente très largement sur la non-atteinte au droit à la vie privée familiale, de manière à ce qu'on puisse avoir une décision qui soit vraiment solide avant de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ici, en fait, le Conseil d'État ne répondra pas à cet argument. Vous pouvez chercher dans les 20 pages d'argumentation du Conseil d'État, il n'évoque jamais l'atteinte au droit à la vie privée et familiale. Ce n'est pas évoqué. Tout au plus, et je pense qu'il en parle à ce moment-là, vous pouvez aller à la page 38. Les autres moyens des requêtes ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Voilà, point, c'est une phrase, donc une toute petite phrase, le point 58 de l'arrêt. Voilà, tu viens de le souligner. Donc, je pense que c'est dans cette point 58 qu'il répond à cet argument tiré du droit à la vie privée et familiale. On va y revenir un peu en fin d'émission, mais pour moi, je vous dis, c'est l'argument phare. C'est là-dessus que je me base. Je pense que c'est l'argument qui fera tomber l'obligation vaccinale contre la Covid-19 en France. Et le Conseil d'État ne prend même pas la peine de nous écrire 2-3 trucs dessus. Bon, c'est quand même curieux. Enfin, il y avait d'autres arguments, et le Conseil d'État les vise d'ailleurs. J'avais quand même soulevé la question de la liberté d'entreprendre et du droit à la liberté de commerce et d'industrie. Oui, parce que vous allez interdire des libéraux de pouvoir exercer leur activité, vous fixez quand même des sanctions qui sont extrêmement importantes et dans des conditions qui sont assez énigmatiques, parce que j'avais expliqué que comment on fait pour constater l'infraction, quel est le délai entre chaque infraction concrètement, quelle est l'infraction qui est véritablement commise, est-ce que ça va entraîner une radiation, des poursuites disciplinaires, est-ce que c'est une faute, parce qu'en même temps, c'est une liberté, donc si vous dites que vous refusez la vaccination, c'est une liberté, c'est la liberté vaccinale, donc vous ne commettez pas de faute, est-ce que ça peut être constitué d'une faute? Donc toutes ces questions avaient été soulevées, là encore, le Conseil d'État n'y répond pas. Donc, le dernier point avant qu'on passe aux questions, Pierrick, c'est qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision? Alors, attends, juste 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on peut penser de cette décision? Alors, la première chose, c'est que c'est très décevant. Je pense qu'on est tous déçus, forcément. On attendait quand même une décision favorable, je ne vais pas vous mentir, j'attendais quand même une décision au fond de moi. Ma conviction, c'était de dire, on fait ce recours, c'est pas pour rien, c'est parce que j'y crois aussi. J'ai envie de croire que oui, on ne fera peut-être pas tomber toutes les mesures qu'on avait attaquées, et Dieu sait qu'on en avait attaqué un paquet, mais peut-être une ou deux. Peut-être sur la liste des contre-indications, on aurait pu avoir quelque chose. Peut-être que sur la durée de la mesure de suspension, on aurait pu avoir quelque chose. Peut-être que sur les sanctions d'un refus de vaccination, on aurait pu avoir quelque chose d'un peu différent. Ça aurait été intéressant. Là, rien du tout. Le Conseil d'État rejette en bloc pourtant une mesure qui, je le rappelle, est une des lois les plus liberticides de ces dernières décennies. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le raisonnement. Le raisonnement est tautologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les causes expliquent les conséquences expliquent les causes. On a imposé l'obligation vaccinale parce que la situation était grave. Pourquoi la situation était grave? Parce qu'on a imposé l'obligation vaccinale. Et voilà. Et vous avez un raisonnement qui est circulaire. Donc, il n'y a pas d'explication. Vous pouvez soulever tout ce que vous voulez, vous pouvez fournir toutes les études que vous voulez, vous pouvez montrer toutes les études scientifiques que vous voulez. En fait, elles ne sont même pas visées, elles ne sont même pas, on va dire, discutées. Le Conseil d'État avance les chiffres, avance la gravité et
on ne peut pas discuter de la gravité. Voilà. Donc, en fait, les bases du raisonnement ne peuvent pas être remises en cause. Or, pour pouvoir remettre en cause un raisonnement, il faut pouvoir remettre en cause, bien entendu, les hypothèses qui ont été émises. Donc, si vous ne pouvez pas remettre en cause les hypothèses, eh bien, vous arrivez à des conclusions qui vous sont dictées. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est décevant parce qu'on s'aperçoit qu'on a en réalité une décision qui est assez idéologique. La situation est grave, la vaccination est la seule solution, et à partir de ce moment-là, ce moyen justifie toutes les fins. Voilà. Et on ne peut pas discuter des moyens. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. C'est dommage. Enfin, le raisonnement était attendu. Je l'avais dit, rien de nouveau sous le soleil. L'avis du Conseil d'État du 21 juillet, la décision du Conseil constitue du 5 août 2021 et les différentes ordonnances de référé rendues par le Conseil d'État. Bon, tout cela était plus ou moins connu d'avance, mais encore une fois, ne rien faire aurait été la pire des choses, parce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je reviens encore sur ce qu'on disait en commentaire de ce monsieur au tout début, Maître Brusa, qui pensait en tout cas que c'était plus intelligent de ne rien faire. Non, je pense pas. Je pense qu'effectivement, c'était nécessaire. Tout comme les actions pénales sont nécessaires. Il faut les faire, c'est très bien qu'elles soient faites. Mais ne rien faire, ne pas contester devant le Conseil d'État cette obligation vaccinale, ça voulait dire que, implicitement, mais nécessairement, nous reconnaissions tous que les mesures étaient légales. Or non, il y a quelque chose d'anormal, et il faut le soulever. Parce que qui se tait consent. Donc, quand bien même le Conseil d'État validerait l'obligation vaccinale, c'est ce qu'il a fait, quand bien même la Cour européenne des droits de l'homme nous rejetterait, mais j'ai envie de dire, il faut le faire acter, il faut que ce soit écrit. Parce que si vous ne faites pas acter, et si vous ne le faites pas écrire noir sur blanc, ce sera comme si c'était jamais rien passé. Or, il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose d'anormal. Il faut le rappeler, le parallèle est fait à ce moment-là avec la période de Vichy. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, on n'est pas dans la même situation, mais pourquoi la période de Vichy? Parce que en fait, c'était une période de grande restriction de liberté, dans lesquelles on a inversé nos principes les plus fondamentaux. Raison pour laquelle la Constitution de 46 et la Constitution de 58 va rappeler des textes fondateurs. Le préambule de la Constitution de 46 qui rappelle des droits extrêmement importants. La Cour européenne des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme qui va être créée juste après les événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut bien dire qu'on avait vécu une situation très grave, très problématique sur le plan des droits humains, et que derrière, il y a eu une réaction politique et juridique. Donc, il s'est passé quelque chose avec cette obligation vaccinale, avec ce pass sanitaire, il faut le faire acter. Je pense que c'est important. Après, on peut ne pas partager ma situation, mais entre ceux qui attendent passivement que la situation évolue et ceux qui agissent, moi, je fais partie de ceux qui agissent. Donc, c'est comme ça, on ne pourra pas m'empêcher de faire ainsi. Autre remarque, pourquoi le Conseil d'État Ingrid, salut Ingrid. Ingrid Courrèges qui nous fait un petit mot. Merci, c'est gentil de ton écoute. Pourquoi le Conseil d'État, finalement, rejette ce recours? Alors, on va essayer de ne pas tirer sur l'ambulance parce que le Conseil d'État, il rejette ce recours, mais pouvait-il en faire autrement? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Oui, parce qu'on a un président de la République qui est élu au suffrage universel direct, qui va bénéficier de la légitimité démocratique. Alors après, il est élu avec 18% des électeurs et en réaction au Front National, bon, pas de souci, c'est le jeu démocratique, mais quoi qu'il en soit, c'est lui qui a la légitimité démocratique. Donc voilà. Maintenant, les élections sont ce qu'elles sont, le système n'est pas parfait, mais aujourd'hui, c'est quand même lui qui a la légitimité démocratique. Et on est obligé de lui reconnaître cette légitimité démocratique parce que sinon, les institutions ne fonctionnent pas. Donc, le président de la République bénéficie de cette légitimité, le gouvernement qui est constitué par les choix du président de la République bénéficie indirectement de cette légitimité, et la majorité parlementaire du président de la République bénéficie également de cette même légitimité. Donc, on a un juge à qui on demande de remettre en cause des lois et des textes qui ont été mis en œuvre et votés par un gouvernement, par une majorité politique qui bénéficie d'une légitimité démocratique. En d'autres termes, si le Conseil d'État avait retoqué les mesures qui avaient été prises par l'obligation vaccinale et le pass sanitaire, il y aurait eu deux critiques principales qui auraient été faites. La première, qui sont ces juges non élus remettant en cause des mesures démocratiquement adoptées. Ça, c'est la première chose. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Parce que là, vous venez de mettre un coup de canif très violent en pleine jugulaire au gouvernement qui, dorénavant, ne pourra plus rien faire en matière de crise sanitaire. Et là, encore une fois, je ne suis pas sûr qu'un juge aurait envie de se
comment dire, de prendre la responsabilité de dire à l'avenir, s'il y a une crise sanitaire, ces mesures ne pourront plus être prises en raison de ma décision. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun juge qui a envie de se dire je suis le juge qui a pris cette décision. Parce qu'il y aurait forcément une pression derrière. Il y aurait forcément une pression. Les enjeux sont trop importants. Donc, le Conseil d'État pouvait-il faire autrement? Je ne pense pas. La Cour européenne de l'homme. La Cour européenne de l'homme peut-elle en faire autrement? On n'est pas dans le même contexte. La Cour européenne de l'homme, c'est 47 États. 47 États, dont la France. La France n'est qu'un des États de la Convention européenne de l'homme. Il y aura au minimum 7 magistrats. Un Français, tout le reste, ce sont d'autres États. Donc, ça veut dire que nous n'aurons pas le même enjeu politique. Nous n'aurons pas la même situation. Et nous aurons potentiellement des magistrats qui seront effectivement avec une impartialité supplémentaire par rapport à nos magistrats. Alors après, vous me direz, il y a effectivement une influence de Soros, de certains milliardaires. Oui, peut-être, effectivement. Est-ce que les institutions sont parfaites? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quoi l'option qui nous reste aujourd'hui? Quelle est l'option qui nous reste aujourd'hui? Ça, c'est vraiment la question que je vous demande. Il y a effectivement ces procédures pénales, mais encore une fois, depuis 2020, elles sont engagées. Elles vont un jour mener à des procès en responsabilité, je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, concrètement, on fait comment? Moi, j'ai 250 soignants qui m'ont fait confiance et qui me demandent, maître, on fait quoi? Parce qu'à la fin du mois, moi, je ne touche rien. Donc, je ne vais pas leur dire, on va faire des procédures pénales et puis dans 10 ans, on verra ce que ça donne. C'est pas comme ça. Donc, bien entendu, il faut faire quelque chose. Il faut se bouger. Et nous, c'est aujourd'hui. Donc, les suites à ce qui va se passer, ça va être la saisine de la Cour européenne de l'homme. À compter du 29 décembre 2022, nous avons 4 mois. Nous avons 4 mois, donc 29 janvier, 29 février, 29 mars, 29 avril 2023, où nous pourrons déposer les dernières requêtes. Nous avons aujourd'hui 18 requérants qui sont en pole position pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et nous avons, Pierrick, je t'en ai parlé tout à l'heure, une association qui s'appelle l'Association de défense des libertés fondamentales, qui est d'accord pour financer des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le cabinet va bien entendu prendre en charge une partie de ces recours, mais encore une fois, l'objectif, c'est de faire remonter les personnes qui ont été le plus impactées par ces mesures. Toi, Pierrick, par exemple, tu serais la personne idéale lorsque le Conseil d'État se sera prononcé sur l'obligation vaccinale version 30 juillet 2022. Mais aujourd'hui, nous avons effectivement la possibilité de faire ce recours. Alors, on pourrait demander à ces collectifs de financer ces différents recours, mais vous l'avez compris, je pense ici, que là, on est quasiment à déjà 15 mois, 16 mois de suspension sans rémunération et que déontologiquement, humainement, professionnellement, c'est compliqué, très sincèrement, de demander à des soignants suspendus, essorés et lessivés de mettre en place une cagnotte pour financer ces recours. Donc, l'association ADLF propose une cagnotte Tipeee. Elle propose de récolter 8 000 € qui pourraient financer une partie de ces recours et de réunir cette cagnotte avant le 15 mars 2023. 15 mars, pourquoi? C'est une date symbolique. C'est la date qui signifiera les 18 mois de suspension sans rémunération. Nous nous sommes fixés donc 65 jours pour réunir cette somme. Si on réunit cette somme, nous allons pouvoir financer ces actions. Si on ne la réunit pas, tous ceux qui auront cagnoté récupéreront leur argent. Comme je l'ai dit, le cabinet va financer une partie du coût de ces actions, mais on ne pourra pas tout financer. Et l'association ADLF propose de récolter ces fonds. Pourquoi l'association ADLF? Premièrement, parce que c'est une association qui m'a déjà fait confiance à plusieurs reprises. Ils m'ont mandaté notamment pour contester l'obligation vaccinale en version 2022. Ils m'ont également mandaté pour contester le pass vaccinal et toute une série de mesures qui n'étaient pas financées ou finançables par d'autres associations ou par d'autres collectifs. Donc, c'est une association qui est sérieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que cette association a déjà fait montre à plusieurs reprises de son intérêt pour la défense des libertés fondamentales. Ça, c'est très important. Ils ont déjà œuvré depuis plus d'un an et demi, et tous les ans, ils rendent compte des différentes actions qu'ils mènent. La troisième chose, parce qu'il était important que ces fonds ne soient pas récoltés par mon cabinet. Pourquoi? Parce que c'est un mélange des genres, lorsque l'avocat qui récupère les fonds est également l'avocat qui fixe le tarif. Il me paraissait important, par objectivité, par impartialité, que la discussion entre la stratégie et entre les différents recours soit faite entre des personnes ayant un intérêt différent, à savoir le cabinet d'avocats et d'autre part l'association.
Je ne suis pas membre de cette association, je ne participe pas aux décisions de l'association, je propose des actions, l'association me mandate ou ne me mandate pas. Quoi qu'il en soit, sur cette question de ce recours CEDH, bien entendu, ils font appel à mes services et c'est la raison pour laquelle je mets en avant aujourd'hui cette cagnotte parce que, à mon sens, c'est une association sérieuse qui pourrait nous permettre aujourd'hui de pouvoir mener à bien ces différentes actions. On va avoir besoin de vous, on va en reparler lors de prochaines émissions, mais je vous invite vraiment tous à participer à cette cagnotte, même 1 €, ce sera très bien. Si tout le monde cagnotte, imaginez le nombre de personnes qu'on est ce soir à regarder, eh bien, on va atteindre très rapidement ces 8 000 €. La première chose. La deuxième chose, on a 3 mois et demi à peu près pour pouvoir réunir cette somme. Je compte sur le maximum d'entre vous. N'oubliez pas aussi, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt lorsque vous participez au financement d'une association. Donc, il faut bien entendu profiter de cet avantage fiscal et ça va nous permettre de faire avancer les choses. Comme je l'ai dit, entre l'espoir et le désespoir, moi, je choisis l'espoir. Laissez-moi vous emmener avec moi face à cette décision de la CEDH. Il faut qu'on aille au bout des choses. On a fait trop de parcours, ça fait déjà 12-13 mois qu'on est contre cette obligation vaccinale. Il faut qu'on aille au bout des choses. Il faut le rappeler, alors vous n'avez pour la plupart pas fait d'études de droit, mais il est très rare que les grands procès se soient menés très rapidement. La plupart du temps, ce sont des décennies de combats judiciaires. Et c'est grâce à ces décennies de combats judiciaires que les choses avancent. Les choses avancent au fur et à mesure. Donc, de penser qu'on allait gagner tout de suite maintenant dans l'immédiat, c'était totalement utopique. Toutes les grandes affaires juridiques ont mis parfois des décennies à pouvoir effectivement être menées tout à fait à bout. Donc, je vais te passer le lien de la cagnotte, mon cher Pierrick. Ouais, je l'ai remis, je l'ai mis à l'écran d'ailleurs. Hein. Je l'ai mise à l'écran et on peut la diffuser effectivement à tout le monde. Donc, moi, je vous invite soit à tiper, parce que c'est une cagnotte Tipeee, soit à la diffuser au plus grand nombre, à charge effectivement pour qu'on puisse trouver les financements. On a 2 mois et demi à peu près. Donc, voilà, je vous invite vraiment à le faire. En commentaire de Facebook et YouTube, sur les 2 chaînes Facebook et les 2 chaînes YouTube notamment, vous allez voir arriver en commentaire de la page directement, là, les liens Tipeee. Vous le retrouvez également, le lien, je l'avais posté quelques minutes avant le début du live, donc en tout début. Si vous remontez tout en haut des commentaires, pour être sûr de le retrouver, vous allez retrouver également le lien de la cagnotte. Voilà, Tipeee pour l'association ADLF. Je précise également d'ailleurs, puisque tu en as parlé, pareil également, je ne suis pas membre de cette association et c'était avec plaisir quand tu m'as proposé qu'on partage, puisque l'objectif de ces lives également, là, que l'on fait ensemble, c'est de montrer les différentes initiatives et partager un petit peu les actions de chacun. Que l'on en soit membre ou non. Voilà, donc on compte sur... En tout cas, merci à tous, en tout cas, de la faire diffuser, de la faire grandir. Écoutez, on verra si en 65 jours, on réunit cette somme. Si on la réunit, dans ce cas-là, on va pouvoir vous indiquer ce qu'on a fait concrètement. Et si on ne réussit pas à la réunir, tout le monde récupérera son argent et on fera autre chose, on fera autrement. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on vous allez trouver comme moi un engouement. C'est la dernière ligne droite. Donc, écoutez, on fait notre maximum et on verra jusqu'où on sera capable de mener ces recours. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour aller au bout. Je l'ai dit, mon argument phare, mon argument principal, c'est de dire l'obligation vaccinale en France s'est transformée en injection forcée et méconnaît très violemment et frontalement le droit à la vie privée et familiale. Parce que la Cour européenne de l'homme a justement donné les critères dans lesquels elle considère qu'une obligation vaccinale est compatible avec cet article 8. Et parmi les 5 arguments qu'elle donne, la France n'en respecte aucun, dont notamment un des plus importants qui est de dire pour que vous ayez un vrai choix quant à la réalisation ou non de cette vaccination, il faut que le refus de cette vaccination n'entraîne pas des conséquences disproportionnées. Suspension sans rémunération ad vitam aeternam, est-ce que ce n'est pas une conséquence disproportionnée? Je vous laisse apprécier et bien entendu, je vous laisse imaginer un peu la réponse que pourrait être amenée à donner la Cour européenne de l'homme qui, en cas de rejet, violerait elle-même sa propre jurisprudence. On a abordé pas mal de choses. On va essayer de revenir sur pas mal de commentaires. Alors, il y a eu beaucoup de remarques. Alors, je me permets, j'ai vu beaucoup de commentaires. Il y a plusieurs questions. On va essayer d'y répondre. J'ai vu plusieurs commentaires. Je crois qu'on est un peu tous agacés, etc. Oui, peut-être que sans doute que le Conseil d'État est corrompu. On sait très bien qu'ils sont tous, excusez-moi de l'expression, mais cul et chemise. Oui, peut-être que la CEDH est corrompue, etc. Il n'empêche qu'à un moment donné, si vous avez,
comme le disait David, il faut tout tester. Je trouve aussi que c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est la question que je voulais te poser. C'est moi qui te pose la question, David. Est-ce que potentiellement plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, suivant si on arrive à faire, si on peut dire ça ainsi, basculer, est-ce que l'on pourra justement se saisir de ces décisions qui étaient rendues pour, entre guillemets, avec potentiellement une nouvelle justice, les attaquer sur ces décisions-là pour, entre guillemets, est-ce qu'en gros, toutes ces productions juridiques, que le Conseil d'État, les lois qui nous ont été faites, est-ce qu'on pourra, tous ceux qui ont dit, écoutez, alors que ce soit Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, est-ce qu'on pourra, ou HAS, est-ce qu'on pourra attaquer ces décisions-là qui rendent? Oui, alors il y a plusieurs choses. Moi, il y a plusieurs choses auxquelles je pense. La première, c'est de dire, il existe en droit administratif une responsabilité du fait des lois légales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'État prend une loi, la loi est considérée comme étant légale, c'est la situation dans laquelle on se retrouve nous aujourd'hui. Par contre, cette loi, par son application, cause un préjudice qui est anormal et spécial. Anormal parce qu'il dépasse ce que les inconvénients de la vie en société doivent normalement conduire. Et il est spécial parce qu'il touche une catégorie spécifique de personnes. C'est-à-dire qu'il ne touche pas tout le monde de la même manière. Il va toucher une catégorie. Là, ici, la catégorie, c'est les personnels soignants. Donc, on a à la fois un préjudice qui est spécial, il concerne une catégorie de la population, et il est anormal. Anormal parce que ces personnes ont perdu toute source de revenus, et pour certains, ça a été la destruction de leur vie professionnelle. Donc là, si on n'a pas la caractérisation d'un préjudice anormal, je ne vois pas. Pour moi, c'est le cas d'école, en fait. Donc, dans ce cas-là, la jurisprudence reconnaît une indemnisation pour ce type de personnes. Donc ça sera effectivement une voie vers laquelle on se tournera. Les gens ont 5 ans pour faire cette action, donc voilà, c'est pas tout de suite, on a un peu de temps, on peut réfléchir, mais en tout cas, il faut y penser. La deuxième chose, c'est la responsabilité de l'État du fait d'une loi inconventionnelle. Imaginons, on va devant la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme nous donne raison. Ah oui, parce qu'elle applique sa jurisprudence, elle dit pas de conséquences disproportionnées, vous avez suspendu sans rémunération pour une durée indéterminée une personne sans aucune autre alternative. Là, c'est la définition de ce qu'est une conséquence disproportionnée, ou alors je ne m'y connais pas. Donc là, vous avez pris une loi qui est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, responsabilité pour faute. Il suffit que vous ayez subi 1 euro de préjudice et vous pouvez en obtenir l'indemnisation. Donc ça va faire un paquet quand même de recours indemnitaires. Quand l'État est dans cette situation, généralement, il prend une loi visant à allouer un fonds de garantie en forfaitisant le montant de la réparation. Voilà. C'est ce que fait l'État en général. Donc, on ne sera pas à l'abri qu'il fasse la même chose, mais quoi qu'il en soit, entre 0 € et un fonds de garantie, c'est toujours mieux d'avoir le fonds de garantie. La troisième chose, donc j'ai dit responsabilité du fait des lois légales et illégales. La troisième chose qui serait possible de faire pour ces différents soignants, eh bien, ce sera, à mon sens, d'engager la responsabilité de l'État pour les délais anormalement longs de la justice. Parce que, encore une fois, pour certains, ils sont partis dans des recours qui vont durer des années, alors que concrètement, la situation est tellement grave, la situation est tellement importante, on aurait dû avoir des recours en quelques mois maximum. Et encore une fois, c'est pas normal qu'on attende des fois 6 mois, 10 mois, 18 mois pour avoir des décisions. C'est pas normal. Voilà. Un pays comme la France devrait être capable de rendre des décisions dans les records. On devrait pouvoir tenir ces délais. Bon. C'est comme ça, c'est pas le choix qui a été fait. Quoi qu'il en soit, il y aura des actions, il y aura des possibilités, il faudra y réfléchir. Il ne faut pas se lancer aveuglément dans des procédures. L'objectif, c'est pas de faire des procédures. L'objectif, c'est est-ce qu'on peut obtenir ou non une réparation. Voilà. À cette question, il n'y a pas de réponse parce que c'est les recours qui vont nous dire si demain, on aura droit à une réparation. Une chose est sûre, 100% des gens qui n'ont pas essayé ont perdu. Donc, si vous ne demandez jamais, vous n'obtiendrez jamais rien. Retenez ça. Enfin, et ça c'est un exemple parce que j'assiste pas mal de harkis. Alors pour rappel, les harkis, ce sont les Algériens qui ont soutenu le régime français pendant la période de guerre d'indépendance et qui ont été par la suite massacrés par les Algériens indépendantistes et accueillis dans des conditions indignes et inhumaines pour ceux que la France a accepté de recevoir sur son territoire métropolitain. Ces derniers ont engagé des procédures qui ont duré plus de 40 ans. En 2018, le Conseil d'État a dit oui, l'État a commis une faute. Et donc, même si l'indemnisation est prescrite, on vous accorde quand même une réparation. Ça veut dire quoi? Ça va quand même fort. Ça veut dire qu'il
Il y a effectivement un préjudice qui a été causé dans les années 60, ça fait plus de 40 ans, donc aujourd'hui vous êtes prescrit, mais c'est vrai, on va quand même vous accorder une indemnisation, et d'ailleurs la loi est passée, il y a un fonds d'indemnisation qui a été ouvert pour ces derniers. Alors ils ont mis 40 ans, pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y en a plein qui sont décédés, hein, c'est ça qui s'est passé. Mais quelle force, putain, quand même, d'être allé jusqu'au bout des choses et d'avoir pendant 40 ans jamais lâché l'affaire. J'ai un client, c'est son père qui avait fait les recours dans les années 90. C'est notamment grâce à sa famille que cette reconnaissance de responsabilité a été faite. Bravo, chapeau, parce qu'ils n'ont jamais cédé, ils n'ont jamais abandonné. Vous savez, la justice, tôt ou tard, finit toujours par arriver. Si ce n'est pas dans ce monde, ça sera dans celui d'après. Mais quoi qu'il en soit, une injustice ne peut pas rester éternellement insatisfaite. Donc il y aura nécessairement des actions, il y aura nécessairement des choses qui vont bouger et évoluer. Yes. Alors, du coup, ce que je te propose, petit défi, David. Étant donné que j'ai noté pas mal de choses et si on veut essayer de répondre, question courte, réponse courte. Ça te dit pour les prochaines? Parfait. Alors, c'est parti. Je commence avec je suis revenu, je me suis noté les horaires. Alors, hop, c'est parti. Petite question de Tara. Mais je crois que là, ça va être très rapide à répondre. Pourquoi les avocats ne s'attaquent pas au fait que les décrets ne sont pas signés? Donc ça, au moins, ça permet je pense qu'on va pouvoir répondre à un pseudo on dit que, à une fake. Les actes administratifs qui doivent être signés en application du Code des relations entre le public et l'administration sont uniquement les décisions individuelles. Ça ne concerne pas les actes réglementaires. D'accord. Bon, bah, ça répond à la question. Ensuite, 20h15, je descends, je retrouve. Hop, heureusement que je me les suis notés. Damien qui nous posait la question à 20h15. Combien de temps faut-il prévoir pour la CEDH? Tu l'as dit à peu près. Donc déjà, on a 4 mois pour déposer. Et ensuite, est-ce qu'il y a ensuite, ça dépend. Tu vois, Pierrick, toi, tu as fait un recours en septembre 2021. Tu as eu une décision le 6 octobre 2022. Un an. Bon, des fois, ça peut être un peu plus. Là, malheureusement, on ne maîtrise pas le calendrier de la CEDH. On sait juste que c'est un sujet qui l'intéresse énormément et que par conséquent, on peut imaginer une décision assez rapide. Ok. J'enchaîne avec une question de Maëlys à 20h16, notamment alors qu'il nous parle de ce code de Nuremberg de 47. Est-ce que ça te parle là? Alors, le code de Nuremberg, effectivement, a été pour partie codifié dans le code de la santé publique. C'est notamment la liberté de consentir à des soins. Ça a été soulevé, hein, si vous lisez les 40 pages de l'arrêt du Conseil d'État. Les arguments tirés du libre consentement aux soins ont été soulevés et discutés. Donc, voilà, le Conseil d'État, pas plus que pour le code de Nuremberg que pour le code de la santé publique, n'a trouvé à redire quoi que ce soit. Ensuite, notamment… Petite chose, j'interromps rapidement. On est déjà à 216 € de cagnotte Tipeee. Merci à tous les tipeurs. Vraiment bravo, il y en a déjà 12. C'est qu'un début, j'ai l'impression. Vraiment, merci. Bravo, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Également, alors, j'ai bien noté, il y a une certaine Virginie à 20h17 qui nous écrivait, regarde, donc… si tu arrives à remonter dans les commentaires à 20h17, Virginie Dornier, c'est plus une remarque qui peut peut-être t'intéresser, toi, David. Je te laisse noter ça si toutefois. Est-ce que tu peux l'épingler pour la mettre en diffusion pour que tout le monde la voit, s'il te plaît, la question? C'est plus une remarque destinée à toi. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Alors, je ne vois pas. Là, je suis à 21h, donc 20h17. Alors, bonsoir, nous avons des éléments à discuter en urgence avec vous. Nous sommes avec mon conjoint d'anciens salariés des industries du médicament et lanceur d'alerte conformément à la loi Sapin 2. D'accord. Je suppose qu'ils t'écrivent par mail? Oui, ils peuvent m'écrire par mail. Hein. Mon mail est accessible sur mon site internet et bien sûr, j'ai un secrétariat qui est ouvert entre 9h30 et 18h30. Donc, si vous appelez, vous pourrez rapidement m'avoir au téléphone. Donc, n'hésitez pas, je vous invite à le faire. Voilà, donc Virginie, j'espère que vous regardiez encore cette vidéo. On vient de parler de ça. Donc, si certains connaissent Virginie, enfin bref, si elle regarde, n'hésitez pas à lui transmettre. Alors ensuite, je continue. J'avais noté une question de Kera à 20h17. Oui, alors là-dessus, je pense que ça va être très rapide à répondre. Je crois que là, en fait… Le Conseil d'État a répondu sur cette question-là. On va pas l'évoquer oralement pour pas que YouTube nous censure, mais en fait, le Conseil d'État a répondu à la question et a dit ce ne sont pas des vaccins expérimentaux. Voilà, c'est ça qu'il a dit.
Donc, à partir de ce moment-là, il a rejeté. Alors, pourquoi, comment, qu'est-ce? Vous apprécierez, vous lirez ce qui a été dit. Encore une fois, je vous dis, c'est un raisonnement tautologique. La situation est grave. Pourquoi elle est grave? Parce que la situation est grave, etc., etc. Et vous tournez en rond dans votre bocal. Donc, c'est comme ça. On a également donc cette question, mais je pense que la décision, on est bien d'accord, n'y répond pas, mais au moins ça permet de répondre à Christine de manière claire. Alors, Christine, c'est très simple. Le Conseil d'État ne répond pas à cette question parce que ce n'était pas la question qui lui était posée. En revanche, dans nos recours individuels que nous faisons actuellement devant les tribunaux administratifs pour les agents publics et devant les conseils de prud'homme pour les salariés, nous sollicitons que le tribunal enjoigne à l'employeur de prendre une décision définitive vis-à-vis de leurs agents. Voilà. Donc, notamment le licenciement. Un point qu'on a déjà également abordé donc, à plusieurs reprises lors de, que ce soit là ce soir ou surtout lors d'autres lives, notamment avec les décisions, je pense qu'il ne faut pas confondre, c'est pas parce qu'il y a eu des réintégrations gagnées en justice que tout le monde pourrait être réintégré, puisque la grosse majorité, ça sont soit du personnel du privé, soit essentiellement des personnes surtout aussi qui étaient en arrêt maladie au moment de leur suspension. Alors, j'ai entendu parler de cette décision. Il faudrait pouvoir vraiment la lire dans le détail pour savoir concrètement ce qui a été décidé. Pour les personnels réintégrés, c'est essentiellement en fait des salariés ou des agents publics qui étaient en arrêt maladie. Donc, il faut regarder est-ce qu'ils étaient en arrêt maladie, pas en arrêt maladie. Mais essentiellement, 99,9%, c'est ça. Donc, maintenant, est-ce qu'on a une décision d'une personne qui ne satisfaisait pas l'obligation vaccinale qui a été réintégrée? À ma connaissance, on n'a pas de telle décision. Mais en revanche, on a eu beaucoup de décisions de soignants qui étaient en arrêt maladie, qui ont été réintégrés. On a d'ailleurs notre confrère Thomas Benagès qui a obtenu une décision devant le tribunal administratif de Montpellier aujourd'hui. Donc, en salutation à lui, d'ailleurs. Je veux dire, à ce titre-là, en fait, c'est la position actuelle. Donc, les seules décisions favorables qu'on obtient, c'est les soignants en arrêt maladie à ce jour. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres décisions favorables? Certainement, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Une question de Jean-Paul à 20h23. Maître, c'est Mathias Guillaumard qui a rendu la décision à juge unique. Donc là, la question intervenait quand tu parlais de justement Mathias Guillaumard. Oui, il est intervenu dans la décision qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme le 6 octobre 2022. Mathias Guillaumard fait partie des magistrats. Il n'y avait pas eu un seul magistrat, il y a eu des magistrats. Par contre, c'est lui qui a carrément, qui a orienté les 6 autres magistrats, puisqu'il leur a expliqué comment fonctionnaient les institutions en France. Il faut rappeler que les 6 autres magistrats ne sont pas des juges français. Donc, c'est lui qui a expliqué comment ça fonctionnait. Donc, d'une manière globale, même vous pouvez en retrouver, si vous regardez sur la chaîne YouTube de David Guyon ou celle du collectif Libertad, vous retrouvez, on avait fait un sujet avec David justement sur le recours, la requête CEDH, avec la réponse qui m'avait été faite, avec justement, on aborde le sujet concernant monsieur, notamment Guillaumard. Ensuite, je descends encore là dans les questions. J'avais une question à 20h31 de Alex, il faut que je la retrouve. Qu'est-ce que j'avais noté que je retrouve? Puisque, en fait, alors pour ceux qui nous regardent, je ne sais pas si vous voyez peut-être que les commentaires que vous avez sur votre canal sur lequel vous êtes. Moi, j'ai tous les commentaires, tous à la suite, dans l'ordre, mais des 2 chaînes YouTube et des 2 pages Facebook. Donc, je vous laisse imaginer tout ce que l'on a sous les yeux. Je vais y arriver. 20h31, 20h31. Voilà, je vais te remettre le lien pour que tu puisses le diffuser. C'est pour remettre, si vous voulez voir un petit peu la décision du 6 octobre, on vous la remet ici. Allez-y, voilà. Je t'ai mis la décision. Alors, avez-vous soulevé l'audience de Pfizer du 10 octobre 2022 au Parlement européen dans laquelle Mme Small annonce que la réduction de la transmission n'a jamais été testée par Pfizer? Donc, effectivement, information relayée, reprise par de multimédias. Pas de souci là-dessus, YouTube ne va pas nous censurer. C'est une information de notoriété publique. Alors, nous l'avions soulevé dans les nouveaux recours que nous faisons. En revanche, en ce qui concerne les différentes informations que nous avions en septembre 2021, on ne l'a pas soulevé. Pourquoi? Parce que, et le Conseil d'État le dit, lorsqu'il apprécie la légalité des décrets du 7 août 2021, c'est à l'aune des informations qu'il a à ce moment-là. Le juge ne juge pas à la date à laquelle il rend sa décision, mais à la date à laquelle les décisions ont été prises. Donc, s'il y a des événements postérieurs par la suite, ça, malheureusement, ça ne peut pas modifier la situation. En revanche, ça fait partie peut-être des recours qu'on fera à l'avenir. Si on s'aperçoit par la suite que de très nombreuses informations scientifiques étaient totalement erronées et que ça devient de notoriété publique, un peu comme là pour les affirmations du 10 octobre 2022, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une action en révision, c'est-à-dire qu'on fait réviser un arrêt du Conseil d'État parce qu'aujourd'hui, en fait, il a des informations qu'il aurait dû avoir
et qui aurait pu entraîner une décision différente. Donc là encore, ça fait partie des recours possibles qui pourraient être faits. Tout va dépendre en fait des requérants que nous aurons et des financements que nous pourrons obtenir pour mener ces actions. Alors, sachant que tout le monde a, si je peux me permettre, je crois que j'avais suivi un petit peu ce que certains déjà scientifiques avaient dit sur le sujet. Je crois qu'on s'est un petit peu tous emballés sur le sujet, on est bien d'accord. En fait, les laboratoires n'ont jamais véritablement menti là-dessus. Enfin, ils n'ont jamais dit qu'ils avaient testé. Ils ont fait Oui, en fait, c'était pas ce qu'on leur avait demandé. Voilà, puis c'est pas des informations qui avaient été cachées, puisque c'est effectivement des choses qu'on savait. Hein, je confirme. Hein, à l'époque, on les a. Enfin, en fait, dans mes écritures, on avait déjà soulevé ça. C'est juste qu'on n'avait pas cette affirmation, mais on l'avait déjà indiqué, et ça n'avait pas été de nature à modifier l'appréciation du juge. Donc, voilà, il faudra des éléments plus importants que ça. Donc là, on verra. Le temps, comme je vous l'ai dit, est notre allié. Hein. Et je crois que quand on parlait de, vous savez, réduction de la transmission, je crois que ça s'était basé essentiellement sur des études en vie réelle, mais pas faites par les laboratoires directement. Enfin, de pseudo-études. Bref, si vous voulez plus d'éléments, je vous invite encore une fois à suivre notamment les scientifiques, notamment le conseil scientifique indépendant que je salue. Une question amateur 34. Hein. Peut-on évoquer le principe d'égalité entre un soignant vacciné avec 3 doses qui transmet le Covid? La HAS recommande une dose de rappel, quel que soit le nombre de doses reçues, et le non vacciné. Est-ce qu'en gros, dans un monde idéal, oui, on devrait pouvoir effectivement discuter de ça. Maintenant, le Conseil d'État, je vous l'ai dit, il dit qu'il n'y a pas de rupture d'égalité. Voilà. Pourquoi? Il n'y a pas de rupture d'égalité, je vous ai dit. Voilà, c'est tout. Voilà. Raisonnement, le bocal. Donc, on ne sait pas, je ne sais pas. Voilà, encore une fois, il faut vraiment mettre de côté ce principe de réalité. C'est une idéologie. On adhère à une idée, elle est comme ça, et vous ne pouvez pas la discuter. Bon. D'accord. Je redescends, j'arrive à un commentaire, un des derniers commentaires que je venais de noter. Ensuite, je regarderai les derniers commentaires parce que forcément, là, on a les affichants, ceux qui sont passés. Je ne vois pas ceux qui sont arrivés là depuis à peu près 21h. Où est-ce qu'il est? Une question de Damien. Damien, où est-ce qu'il est? Il est là, à 20h45. Là. Qu'est-ce qui prouve que la CADH est fiable et non corrompue? On y a déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. Rien. Il n'y a rien qui prouve, si ce n'est qu'elle elle a une augmentation de sa potentielle impartialité et indépendance parce que ce ne sont pas uniquement des magistrats français avec un contexte politico-français. Et par conséquent, dans ces conditions-là, on peut espérer une impartialité et une indépendance renforcée. Maintenant, est-ce qu'elle est absolue et qu'il n'y a aucun lien d'intérêt? Je ne sais pas, mais essayez de me démontrer que il y a une quelconque institution dans ce monde qui soit totalement indépendante et impartiale. Ça serait assez idyllique. Rien n'est parfait. La Cour EDH n'est pas parfaite, mais aujourd'hui, c'est le moindre mal que nous avons et il sera difficile de pouvoir trouver une meilleure solution que celle que nous avons actuellement. Donc, entre l'espoir et le désespoir, je le répète, moi je choisis l'espoir. Ne rien faire serait la pire des situations. Voilà, et comme tu le disais, donc là, il y a déjà eu 19 contributeurs pour 287 € collectés. Donc, si chacun, voilà, c'est pour l'association, pour que David Guyon puisse entamer justement des recours pour financer les requêtes pour des soignants suspendus, notamment, réparer les préjudices et tout ce qui s'ensuit. Donc, n'hésitez pas à envoyer le lien autour de vous à toutes les personnes. En fait, finalement, des fois, il n'y a pas besoin de contribuer à beaucoup. C'est plus envoyer le lien à plein de gens. Diffuser, ouais. C'est ça. Vous pouvez mettre 1 €. Là, on a réuni 3% de la somme. C'est quand même extraordinaire, je trouve, en très peu de temps, juste entre nous. Bon, voilà, écoutez, soit vous typez, soit vous partagez, soit vous faites les deux. En tout cas, l'une de ces actions, ça va nous aider, en fait. Donc, merci pour eux. C'est simple. Par exemple, je vois actuellement, avec tous les canaux, on est plus de 1000 personnes en direct. On a plus de 1000 personnes là qui regardent. En fait, finalement, si tu divises par 1000, ça fait 8 €. C'est-à-dire que chaque personne qui regarde, s'il arrive à faire ramener 8 € de dons par des personnes autour, pas spécialement lui, je ne suis pas en train de vous dire, c'est parce que vous regardez le live qu'il faut absolument que vous… Mais en fait, non, bien sûr. Mais voilà, en fait, c'est pour vous dire l'impact qu'on peut avoir si juste chacun fait son colibri. En fait, le colibri, c'est celui qui va exécuter sa mission. Il va faire sa participation. Vous savez, cette histoire du colibri, tu la connais, Pierrick. Oui, totalement. La forêt brûle, tous les animaux s'enfuient, et puis il y a le colibri qui arrive. Donc c'est un petit oiseau avec un bec très fin, et le colibri prend un petit peu d'eau et balance sur la forêt. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit, je fais ma part. Voilà, c'est ça. Donc si tout le monde fait sa part, en fait, on l'éteint, ce feu de forêt. C'est exactement la même chose ici. Si tout le monde fait sa part, en fait, on va réussir. Voilà.
Je regarde dans les commentaires, donc je vous rappelle s'il y en a qui nous regardent sur d'autres plateformes, c'est-à-dire Twitter ou notamment la sur compte Bunker. Donc là, les seuls commentaires que l'on voit en direct, en simultané, sont ceux qui arrivent sur les 2 pages Facebook et sur les 2 chaînes YouTube du collectif et de David Guyon. Je suis en train de repasser là les derniers commentaires qu'il y a eu ces dernières minutes. Je ne sais pas si tu vois des choses particulières, toi, David, parce qu'il y a beaucoup de... Je regarde. Après, j'avais répondu à pas mal de choses puisque j'avais noté des questions dans la semaine et j'avais essayé de faire quelque chose qui anticipe un peu ces questions. Alors, question de Ethan Do à 21h18. Si obligation étendue à tous, quelles seraient les sanctions proportionnées? Moi, je l'ai toujours dit, l'obligation vaccinale, si elle était étendue à tous, concrètement, on subirait exactement les mêmes conséquences que les soignants suspendus. Alors, comment on ferait? C'est simple, on vous bloque vos comptes bancaires. Voilà. Pour moi, c'est ça la suite. C'est on vous bloque vos comptes bancaires. Votre argent n'est plus votre argent. Oui. On en a parlé, en fait, on y va droit dedans, hein, de toute manière, avec aussi, on en a parlé plus ou moins quand on a parlé éventuellement vers un pass énergétique. Et là, on en reparlera potentiellement plus tard. On devine une pseudo-ressemblance avec un potentiel quota carbone, passe carbone, ou on voit que tout cela est en marche pour faire un vilain jeu de mots avec un parti politique très connu. Ethan Do donc, a répondu après cette question, je les vois mal tous nous suspendre. En fait, ils ne vont pas avoir besoin de tous nous suspendre puisque nous sommes dans une société individualiste et que nous nous comporterons exactement de la même manière qu'avec les soignants suspendus, c'est-à-dire que dans la peur d'avoir cette suspension et la confiscation de notre argent, en fait, tout le monde va céder. Et donc, même s'il n'y a que 1 ou 2% qui résistent, qui est à peu près le pourcentage de personnes étant capables de le faire, eh bien, en fait, ça ne va pas bloquer le pays. Donc, c'est en réalité notre manque de solidarité, parce que nous sommes dans une société individualiste qui conduira à la possibilité de ces mesures. Donc, ils n'auront pas besoin de tous nous suspendre. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera qu'une minorité, comme ce fut le cas pour les soignants, malheureusement. Il y avait notamment Maëlys et d'autres là qui redemandaient notamment le lien de la cagnotte. Alors là, soyez prêts, je vous le remets là dans 2 secondes, je suis prêt à cliquer. Alors en fait, quand je vous mets en commentaire là depuis la plateforme de streaming, vous le voyez arriver au nom de la page sur laquelle vous êtes. Donc c'est-à-dire que quand je mets un commentaire, si vous regardez depuis la page Facebook David Guyon, vous allez voir David Guyon commente de la sorte. Si vous êtes sur la chaîne YouTube du collectif Libertad, vous allez voir que c'est le collectif Libertad qui commente. C'est pas moi directement, Pierre Thévenon. Comme j'utilise la plateforme de streaming, le commentaire, il arrive directement sur toutes les plateformes au nom de la plateforme. Voilà, juste pour vous préciser, si toutefois vous cherchez un commentaire, quand je vous dis je vous le mets en commentaire, ne cherchez pas Pierre Thévenon, c'est le nom de la page sur laquelle vous êtes. Voilà, au moins en plus, ça vous garantit l'origine en fait du commentaire et en quelque sorte la fiabilité. Alors, Gabi Poli nous pose une question à 21h23. Est-ce qu'on peut mettre... Peut-on être suivi par 2 avocats différents, celle-ci-là? Peut-on être suivi par 2 avocats différents? Alors oui, c'est tout à fait possible. La question est de savoir si ces 2 avocats peuvent travailler ensemble. C'est pas la solution que je vous recommande la plupart du temps pour 2 raisons. La première, parce que c'est très difficile de travailler avec d'autres avocats. La deuxième, parce que vous allez doubler le montant des honoraires, parce que l'avocat travaille, le deuxième aussi, il faut les régler tous les 2. Donc, c'est possible, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Je pense que la meilleure solution, c'est de trouver l'avocat avec qui il y a une vraie confiance et qui vous convient. En fait, c'est ça la solution. Ouais. Alors, je crois que finalement, on y a déjà plus ou moins répondu. Alors, oui, donc on le relit pour que tout le monde puisse la suivre. L'article 225-1 du Code pénal, l'article 1110-3 du Code de la santé publique, loi Kouchner, donc qui est repris par le Code de la santé publique. Donc tous ces articles font référence en fait au consentement libre et éclairé d'une vaccination, d'un soin, d'un acte médical d'une manière générale. Donc est-ce que ces différentes mesures sont caduques? Non, elles s'appliquent toujours, mais pour le Conseil d'État, elles n'ont pas été violées. Voilà, c'est ça la différence. Elles s'appliquent, mais elles n'ont pas été violées. Pourquoi? Parce que. Voilà, c'est tout. C'est ce que nous dit l'arrêt. 40 pages, vous lirez, et effectivement, vous apercevrez que, en fait, on n'apprend pas grand-chose en réalité. Il n'y a pas une argumentation qui va vous convaincre. À la fin, vous repartez avec vos questions. La situation est grave. Pourquoi? Parce qu'elle est grave. La situation est grave, donc il faut imposer la vaccination. Pourquoi? Parce que la situation est grave, et puis vous tournez comme ça. Voilà, donc on n'en sait pas plus.
Alors, est-ce que je peux porter plainte contre le gouvernement à titre privé? Alors, porter plainte. Vous avez effectivement les procédures pénales, donc c'est celles qui sont engagées par Maître Brusa, par Maître Divisio et d'autres confrères. Donc oui, c'est tout à fait possible. Après, quels sont les fondements de ces plaintes? Encore une fois, il faut arriver à les démontrer. C'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas vous en dire davantage dessus. Vous pouvez aussi engager la responsabilité de l'État, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour une loi qui est légale, pour une loi qui est illégale si la CEDH nous donne raison. Ça, ce sont des actions qui sont tout à fait possibles. Maintenant, les chances de succès. Concernant les procédures pénales, on n'en sait rien. J'ai l'impression que ça va être des choses qui vont arriver dans plusieurs années, donc il faudra être patient. Pour les procédures administratives, nous, on a de la jurisprudence dessus, donc on sait que ça marche. Est-ce que ça va marcher pour la question de la crise sanitaire? Faut les faire pour savoir. Faut faire les recours, et puis on aura les décisions, et ça nous permettra de savoir. Pour moi, ça va dépendre en fait à chaque fois de la situation particulière. Si on a un soignant qui a été suspendu comme Pierrick de manière continue pendant plus de 16 mois, qui a vraiment subi très lourdement des mesures de représailles par son administration, ouais, il y a quand même des chances de gagner. Si maintenant vous êtes un soignant qui n'a jamais été suspendu parce que certificat de rétablissement, arrêt de travail, puis finalement vaccination, fausse vaccination, enfin bref, vous vous débrouillez, bon là vous n'avez pas été impacté. Oui, c'est chiant, mais vous n'avez pas été concrètement impacté, et donc par conséquent, je pense que vous avez moins de chances de gagner. Voilà. Il y avait c'était pas une question, plus une remarque de Kira. Alors, maître, compliqué d'avoir un avocat vu notre situation. Je me permets là de répondre. Donc déjà, d'une part, vous avez l'association ADLF, justement, c'est l'objectif de la cagnotte ce soir. Par exemple, c'est pour tous ces recours et pour tout ce qu'elle a fait. Donc, l'association ADLF, comme par exemple, on peut citer un exemple, David, c'est via l'association ADLF que l'on a saisi le Conseil d'État cet été Oui. avec toi. Je n'ai engagé, ça a été pris en charge par l'ADLF. Je n'ai pas eu besoin, malgré que je sois suspendu, justement de devoir sortir des fonds. D'avancer quelconque argent, oui, tout à fait. Voilà. Donc, vous avez également aussi, on peut en citer plein d'autres, vous avez notamment le syndicat Liberté Santé qui fait des recours et qui essaie de financer des recours, notamment, ou des accompagnements juridiques pour les soignants. Donc, orientez-vous auprès de ces associations, que ce soit la DLF, le syndicat Liberté Santé, enfin, ce que vous voulez, SLS. Il y a, essayez de vous renseigner. Il y a des accompagnements possibles justement pour pouvoir financer justement vos recours juridiques. Est-ce qu'on a encore quelques questions ou est-ce qu'on stoppe là? On est à 1h30 d'émission. Écoute, moi, ça me paraît pas mal. Bon, vous avez vu, on n'a pas abordé les questions scientifiques parce que, vous l'avez compris, on va se faire censurer, ce qui serait dommage. Mais bien entendu, il y a les articles juridiques qu'on a écrits sur le sujet, il y a les 40 pages du Conseil d'État qui retranscrivent nos arguments. Vous verrez qu'on n'y est pas allé de main morte. Voilà. Après, vous apprécierez effectivement tout ce qui a été fait, mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je note dans cet arrêt, c'est que tous les arguments qui pouvaient être imaginés et imaginables ont été soulevés. Et tous les arguments ont été rejetés. Voilà. C'est la situation actuelle. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme est aujourd'hui la seule solution qui nous reste pour obtenir une décision dans un délai qui soit raisonnable, parce que, encore une fois, si on attend après les procédures pénales, ça risque de durer encore un petit moment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas attendre après les procédures pénales pour imaginer un changement immédiat et rapide de votre situation. Donc aujourd'hui, c'est la seule solution, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors, selon vous, maître, sommes-nous encore dans une démocratie? Je propose qu'on... Le simple fait de poser la question, voilà, ouais. La démocratie est un choix de société. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, la majorité de la population ait envie de vivre dans une démocratie. C'est mon sentiment. Je te rejoins sur cet aspect-là, parce que, en fait, et tu avais abordé le sujet, j'ai beaucoup aimé une fois, on avait abordé le sujet, je crois, quand on avait fait le live côte à côte, sur cette notion de démocratie qui engage et qui est responsabilisant, parce que ça nécessite un engagement et que finalement, il y a peut-être une part de la population à qui ça lui va bien, cette fausse démocratie où tout est géré pour eux, et même si ça leur déplaît, et finalement, bon, ok, je fais ma petite vie, et puis voilà. Ce que je te propose, c'est qu'on en reste là, ça te va? C'est parfait. C'est bon. Pour tous ceux qui ont des questions complémentaires, n'hésitez pas à laisser de les mettre dans les commentaires, partager autour de vous, on va essayer de répondre à tout le monde. On a en tout cas donné beaucoup d'informations, il y aura d'autres émissions, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas encore quelle sera la thématique, mais on va voir un peu par rapport à ce que vous allez nous proposer.
Mais quoi qu'il en soit, voilà, merci à tous d'avoir été présents. Merci de partager le live, de vous abonner parce qu'il y a encore d'autres contenus. On va vous tenir informés de ce qui va se passer. Vous nous avez, pour déjà 25 personnes, 25 tipeurs, fait confiance. Vous nous avez accordé 350 € pour l'association ADLF. Cette confiance nous honore et nous oblige. Donc, croyez-moi bien, si l'association ADLF réunit les fonds, nous allons vous tenir informés des différentes actions que nous allons concrètement engager. Donc, vous serez véritablement informés. Il faudra vraiment continuer à suivre nos émissions parce qu'on va vous dire régulièrement ce qu'on fait. Et il faudra espérer, je pense, une décision assez rapidement, comme un peu dans les mêmes délais que ce que tu as eu, Pierrick, hein, 1 année, 11 mois, 12 mois. Donc, bon, c'est quand même un délai raisonnable. Et l'année prochaine, ça se trouve, à la même époque, lorsqu'on discutera ensemble, eh bien, on en saura déjà beaucoup plus sur cette question d'obligation vaccinale. Mon intime conviction, c'est que cette obligation vaccinale, dans les conditions dans lesquelles elle a été prise, est contraire à l'article 8 de la CEDH. Pourquoi ? Parce que le refus de la vaccination entraîne des conséquences tellement graves qu'en réalité, il n'y a plus de liberté. Et par conséquent, l'obligation vaccinale est davantage une injection forcée, laquelle est incompatible avec une société démocratique, une société qui a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est ça ma conviction. Et bon, en tout cas, merci à toutes et à tous. Je viens de vous remettre encore une fois le lien Tipeee là, pour la cagnotte. Certains le redemandaient. On vous remercie. Dans tous les cas, tous les lundis, on ne s'est pas donné de fin butoir avec David parce qu'on voit de plus en plus qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de remarques. Donc, c'est assez intéressant. On voit que ces émissions, ça plaît. N'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et aux chaînes YouTube du collectif Libertad et de l'avocat donc David Guyon à relayer. Donc, les abonnements, c'est super important. Ça vous permet de suivre. On a prévu également, on n'a pas encore la date, il faut qu'on la recontacte. On nous a déjà, enfin, sans être affirmatif, mais on devrait recevoir, je l'espère, en janvier, lors d'une émission, Virginie Laugeron, la députée européenne, également pour parler de différents sujets. Avec David, on a également évoqué des sujets, des thèmes pour les semaines à venir. On a déjà des idées par rapport à vos retours, vos remarques. Donc, c'est vous qui pouvez on va dire, faire construire, faire évoluer. Et en tout cas, encore une fois, merci David pour toutes tes réponses. J'espère que chacun se rende compte également que là, pouvoir poser des questions directes, un avocat avec des réponses immédiates, on essaye de répondre au maximum de questions. Là, surtout, j'ai eu un petit peu du mal à suivre puisque vous étiez à un moment donné plus de 1000 en direct. Donc, ça fusait les commentaires pour essayer de noter les principales, ne pas faire de doublons. Mais on essaie de répondre au maximum, voilà, parce que c'est également votre émission. Donc, on vous remercie en tout cas pour votre présence. On se retrouve lundi prochain, 20h, donc sur les chaînes YouTube, sur les pages Facebook. Suivez les actualités. Sur Twitter, on donnera également les informations à suivre pour les prochaines émissions. Passez une bonne soirée tout le monde. À bientôt.